Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle webconférence de l'AIUS à laquelle vous êtes très nombreux inscrits. Et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de la sexualité anale. Comme on vous l'avait dit, ce dossier comprenait deux volets. Le premier, la première partie, vous l'avez eu peut-être, du tabou au plaisir. Ceux qui ne l'auraient pas d'ailleurs, on peut tout à fait le retrouver dans les replays. Et aujourd'hui, la deuxième partie traitera plutôt des risques, et en particulier les risques réels ou supposés de douleur, d'incontinence. Elle donnera des conseils pratiques et surtout, elle abordera la question des anodyspareunies, sur lequel nos deux orateurs travaillent vraiment à leur quotidien. Donc, je vous remercie d'accueillir le docteur Aurélien Garros, qui est gastro-entérologue, proctologue et périnologue à Lyon, et Muriel Sanchez, qui est kinésithérapeute et sexologue. Et tous les deux, ils travaillent très sur ce sujet en équipe. Je vous souhaite une excellente webconférence. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous au moyen du chat, poser des questions, et puis, bien entendu, les personnes qui ne seraient pas présentes ce soir recevront à nouveau le replay de cette webconférence. Voilà, je voulais aussi vous partager les prochaines dates. Nous aurons le 31 octobre un sujet intéressant qui traite, comme vous le savez, on va donner la parole progressivement à tous les intervenants dans le domaine de la santé sexuelle et de la sexologie. Donc, le 31 octobre, ce sera la place des sexologues kinésithérapeutes. Et au mois de décembre, nous vous avons réservé un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. C'est celui qui concerne l'offre des soins aux personnes trans en 2024. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires et à bientôt à notre prochaine webconférence AIUS. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes Aurélien Garros et Muriel Sanchez et nous allons vous présenter aujourd'hui la deuxième partie de notre webinaire qui traite de la sexualité anale. Peut-être qu'on peut se représenter, Muriel? Oui, donc je suis Muriel Sanchez, je suis kinésithérapeute sexologue et je travaille à Lyon et je collabore beaucoup avec Aurélien Garros, le docteur Aurélien Garros, pardon, qui je laisse se présenter. Donc moi je suis gastro-entérologue et proctologue et je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de la sexualité anale. D'ailleurs je fais un DU de santé sexuelle pour compléter un peu ma formation. Donc on va afficher notre diaporama. Donc la seconde partie de notre webinaire, on l'a nommé sexologue, n'oubliez pas l'anus, conseils de bonne pratique, prise en charge des dysfonctions sexo-anales. Et on va présenter les différents points tout au long de notre exposé. On va d'abord s'intéresser à savoir si la sexualité anale engendre de l'incontinence anale, si les lavements comportent des risques. Puis on va poser les questions, la sexualité anale fait-elle mal? Avec d'abord des considérations proctologiques avant d'entrer dans le vif du sujet, l'anodyspareunie, définition, facteurs de risque, recommandations de bonne pratique, puis prise en charge pluridisciplinaire en deuxième intention, avant d'essayer de faire une conclusion positive et ouverte. Mais avant ça, on voulait vous proposer de faire un rappel bref de la première partie du webinaire qui avait eu lieu en avril 2024 et qu'on avait appelé « Du tabou au plaisir ». Ok. Alors, bref rappel pour vous indiquer que l'on vient de très loin en matière de sexualité anale, qui reste malgré tout peut-être le dernier des tabous. Pour illustrer mon propos, excusez-moi, je vous propose la définition de la sodomie dans le dictionnaire de l'Académie française de 1932, à savoir non féminin, mœurs contre nature. Longtemps, la sodomie a été une pratique interdite par la loi et la dernière exécution de 2 sodomites en place de Grève, à savoir la place de l'Hôtel de Ville aujourd'hui à Paris, elle date de 1750 et rappel aussi très important, c'est-à-dire hier, 1992, l'homosexualité n'est plus considérée comme une pathologie psychiatrique en France et pour l'OMS.
Donc, comme rappelé il y a un instant, ça reste donc l'ultime tabou. Pourquoi? Parce que la sexualité anale réceptive, réceptive qui est le nouveau terme employé à la place de sexualité anale passive, donc sexualité anale réceptive masculine, ébranle notre structure sociétale, car aujourd'hui encore, être donc réceptif, donc passif, c'est donc connoté comme étant une pratique sexuelle féminine et non pas une pratique sexuelle masculine, et qu'on calque encore aujourd'hui les représentations de la sexualité des ASH sur celles des hétérosexuels, à savoir il y en a un qui est réceptif, un qui est inceptif, donc un qui fait l'homme, un qui fait la femme. Vous l'avez tous entendu, je pense. Alors, la sexualité anale, ça ne concerne pas que les hommes ASH ou les hommes transsexuels, et j'en oublie sûrement, mais force est de constater qu'elle s'est largement démocratisée, notamment chez les femmes, qui deviennent elles aussi réceptives, à savoir sur une étude où on compare la pratique de la sexualité anale chez les femmes au cours de leur vie, 14% en 1970, 53% en 2019. Alors, l'anus, malheureusement, c'est toujours pas considéré comme un organe sexuel, et pourtant, notre petit anus, il a tout ce qu'il faut pour être une zone érogène et pour être donc érotisé. Il est parfaitement équipé pour cela, grâce à la présence de nombreux vaisseaux, donc hypervascularisés, hyperinnervés, avec des muscles forts, notamment le sphincter anal et les releveurs de l'anus. Quelques glandes quand même qui sécrètent du mucus, même si c'est pas suffisant pour assurer une lubrification lors de l'excitation. Et ça reste également une sexualité connotée de façon un petit peu sulfureuse, voire honteuse, parce qu'on est alors là en plein dans une sexualité totalement décentrée de la reproduction. Bonne nouvelle, c'est le seul organe pansexuel, car nous sommes tous équipés d'un anus. Alors, petit rappel sur la brillante présentation du Dr Raphaël Herrero lors de notre précédent webinaire, lors de la première partie de ce webinaire, qui s'était chargé de vous présenter le plaisir anal. Donc, je vais peut-être prendre la pointeuse, voilà. Donc, à la réponse, donc son étude, elle portait sur les hommes SSH, et il a dissocié les hommes. Alors, lui utilise toujours l'ancienne dénomination passif, donc nous, on va plutôt utiliser le terme de réceptif, donc actif, donc insertif, et versatile. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire on peut l'être l'un ou l'autre de façon indifférenciée. Donc, avez-vous des orgasmes pendant la pénétration lorsque vous êtes pénétré? Eh bien, donc, chez les passifs, 19%, chez les versatiles, 20%. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la sexualité anale réceptive. Donc, un chiffre finalement relativement peu élevé. Par contre, quand on leur demande je jouis en me branlant, eh bien, donc j'imagine, moi en tous les cas je l'ai interprété comme ça, j'ai une sexualité anale réceptive et je vais me masturber en même temps, et là, si je suis passif ou versatile, dans 82% ou 88% des cas, à ce moment-là, je vais ressentir un orgasme. Donc voilà pour le petit rappel. Parlons maintenant, rentrant dans la fameuse question, la sexualité rend-elle incontinente? Donc c'est un sujet qu'on a développé aussi parce que c'est des préoccupations que se posent les personnes qui pratiquent la sodomie. Si on leur donne l'opportunité de poser les préoccupations qu'ils ont par rapport à cette pratique, ils peuvent avoir cette inquiétude. Il y a eu très peu d'études qui se sont intéressées à ce sujet, souvent avec peu de participants et des données discordantes.
Donc, je vous présente seulement cette étude-là avec le côté subjectif du fait que c'est moi qui ai fait cette étude, mais elle a la grande force d'avoir enquêté auprès de 21 762 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc une grosse puissance statistique. C'était une étude en ligne et on n'a pas toutes les informations qu'on aimerait avoir idéalement, mais on peut dire qu'un mois après avoir une pénétration anale, on évaluait les personnes qui avaient de l'incontinence et celles qui n'en avaient pas eu, c'est-à-dire au moins une fuite de selle involontaire. Et on voit que la prévalence de l'incontinence fécale chez les personnes pratiquant la sexualité anale est inférieure à 8-9%, ce qui est la prévalence dans la population générale quand on prend les mêmes critères de définition, tant que la pratique n'est pas trop fréquente. Trop fréquente, je veux dire par là, c'est à partir de plusieurs fois par semaine qu'on voyait une prévalence de l'incontinence anale qui a augmenté significativement, avec 12,7%. Donc plus d'incontinence anale si fréquence élevée des pénétrations. Et ensuite, les autres facteurs de risque associés à un surrisque d'incontinence anale étaient la pratique du chemsex, 13,4% versus 4,3%, et du fist-fucking et des pratiques hard, 16,2 versus 6,4%. Donc c'est des choses qu'on pouvait s'attendre à voir et qui sont confirmées, objectivées. Donc ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que la sexualité anale, globalement, n'engendre pas d'incontinence, avec des petits warnings, pas plus d'une fois par semaine, pas de chemsex, pas de fist-fucking. Comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser, m'a dit un collègue récemment. Et alors, après une rupture sphinctérienne obstétricale que l'on répare, qu'est-ce qu'on dit, Muriel? Alors, moi, c'est une question que je me pose. Malheureusement, j'ai pas la réponse, mais je pense que je profite de ce webinaire pour la soulever. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que la pratique de la sexualité anale réceptive est en nette augmentation chez les femmes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait après une réparation chirurgicale d'une déchirure post-obstétricale? Est-ce qu'il y a un délai minimum avant la reprise d'une sexualité anale? La cicatrisation complète, c'est 3 mois. Est-ce qu'on risque d'aggraver une incontinence anale chez une patiente qui présente une hypocontinence anale malgré sa chirurgie? Eh bien, force est de constater qu'il n'y a aucune donnée. Que les réponses, elles sont, dans le meilleur des cas, apportées au cas par cas à chaque patiente, à condition que la question soit abordée. Et ça, ça reste extrêmement rare. Il y a une marge de manœuvre. Exactement. Donc, avis à tous les chirurgiens, gynécologues, obstétriciens qui réparent donc des sphincters déchirés en postpartum. N'oubliez pas de parler de sexualité anale à vos patientes. Vous aurez des surprises. Donc, on peut enchaîner avec un deuxième sujet qui préoccupe aussi beaucoup les personnes qui pratiquent la sexualité anale et qui pratiquent des lavements. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Les lavements comportent-ils des risques? Donc, j'aime bien le concept qui est développé dans certaines études et dans certaines pratiques de douche rectale pour parler de ces lavements, pour utiliser un terme qui paraît moins médical et qui correspond bien à l'objectif, c'est-à-dire c'est d'avoir un rectum relativement propre avant la pénétration. Parmi les différentes méthodes qu'on peut imaginer, les deux qui semblent sans risque et faciles d'utilisation, c'est l'utilisation d'un flexible de douche éventuellement avec une canule qu'on visse au bout, ou l'utilisation d'une poire à lavement. Les poches à lavement, c'est compliqué à utiliser tout seul, et les lavements avec des produits irritants, ce n'est pas recommandé. Il est intéressant de savoir que 70% des hommes HSH pratiquent le lavement avant la pénétration et 32% des femmes. Donc c'est pas tout le monde, ça veut dire aussi que c'est pas obligatoire. Il y a tout un sujet autour du tabou des selles qu'il est possible d'aborder. Parce que peut-être certains en font, mais en fait ça leur plaît pas et peut-être ils pourraient se permettre de pas le faire, sans être non plus stigmatisant, parce que cette pratique, on va le voir, comporte a priori pas tellement de risques. Et il y a aussi des personnes qui
qui gagne en confort intellectuel, en quiétude, quoi, avec un lavement avant la pénétration, parce que sinon ils n'arrivent pas à se tranquilliser. Les précautions à prendre par rapport à ces lavements, donc assez peu d'études, même presque pas d'études, mais surtout un peu des recommandations de bon sens et puis liées à l'expérience auprès de personnes qui pratiquent des lavements. Attention à la clismaphilie, c'est une pratique assez rare, enfin la clismaphilie c'est pas une pratique, c'est en fait le fait de prendre du plaisir lors des lavements. En soi c'est pas grave, et si quelqu'un prend du plaisir en faisant un lavement, pourquoi pas. Mais il faut se méfier parce que ça peut être si on prend du plaisir avec le lavement, ça peut aboutir à des dérives avec un excès de température, de volume, de pression, qui fait que là, le lavement peut finalement engendrer des complications. Parce qu'effectivement, les précautions d'emploi, c'est utiliser uniquement de l'eau à température ambiante, en maîtrisant le volume et la pression. Donc pour ça, il y a différentes techniques, mais il y a des personnes comme sur le dessin qu'on vous montre en dessous, font couler l'eau vers le haut et arrêtent le débit quand ils voient que le jet d'eau va jusqu'à une hauteur de 10 cm environ. Puis après, alors pour la durée du lavement, c'est très variable selon chacun parce que ça dépend aussi du transit. Voilà, il faut évidemment pas se blesser avec la sonde. Certains entrent la sonde, d'autres la mettent juste à l'entrée. Voilà pour la petite partie lavement. Voilà, le message pour les lavements, oui, c'est a priori pas de risque, des précautions d'emploi. Attention aussi à pas tomber dans une dépendance qui pourrait faire qu'on a besoin de faire des lavements systématiquement aussi pour aller à la selle. Et peut-être que je n'avais pas mis, mais je vous le redis juste maintenant, c'est que les questions autour du lavement permettent aussi d'interroger en fait les problématiques de constipation, de difficultés défécatoires, du trouble du transit qui peuvent être sous-jacentes, qui peuvent gêner globalement et qui peuvent être prises en charge comme n'importe qui ne fait pas de lavement. Passons maintenant à la partie « La sexualité anale fait-elle mal ?» C'est la partie la plus longue. Et donc, pour commencer, ce qui me paraît peut-être le plus évident, ce qui nous vient en tête et qu'on va rapidement dégager parce que c'est pas le centre du sujet de notre topo qui se veut plutôt être un peu positif sur le fait de pouvoir développer cette sexualité, mais évidemment dans le cas de pratiques extrêmes et surtout dans le cas de pratiques non consentantes, il peut y avoir des lésions, même si ce n'est pas du tout obligatoire. Hein. Je rappelle qu'on peut tout à fait subir un viol avec pénétration sans qu'il y ait aucune lésion muqueuse, mais on peut avoir des lacérations, des perforations, des hématomes, des déchirures sphinctériennes, et après tout ça, avec ou sans lésions muqueuses ou musculeuses, on peut bien sûr développer des troubles fonctionnels secondaires. Il est tout à fait classique d'avoir de la constipation quand on a subi un viol par l'anus ou pas par l'anus d'ailleurs. Après la question très classique des problèmes hémorroïdaires et fissuraires. Donc on a une étude qui avait été réalisée en 2019 dont ce n'était pas l'objectif principal, mais qui a permis de nous confirmer qu'il n'y avait pas de surrisque ni d'hémorroïdes ni de fissures chez les personnes qui pratiquaient la sexualité anale par rapport à la population générale. Par contre, se pose la question, que faire quand on a un problème d'hémorroïdes ou un problème de fissure et qu'on fait de la sexualité anale? À propos de la plainte hémorroïdaire, il faut distinguer peut-être deux situations, un peu schématiquement. La plainte plutôt aiguë, qui peut être récidivante, mais c'est intermittent, ce qu'on appelle la crise d'hémorroïdes. À ce moment-là, évidemment, il est probablement préférable, d'un point de vue du confort, d'éviter les rapports pendant cette période et de rechercher les facteurs qui favorisent les crises d'hémorroïdes pour essayer d'obtenir moins de crises d'hémorroïdes ultérieurement. Et puis, il y a les situations assez fréquentes également de plaintes chroniques, des légers saignements. Il y a des gens qui régulièrement saignotent un petit peu quand ils vont à la selle. Ils peuvent aussi à ce moment-là saignoter un petit peu lors de la pénétration. On peut améliorer la lubrification pour espérer faire arrêter ces saignements. On peut aussi dire que si c'est un petit peu de sang de temps en temps, ce n'est pas grave. Et après, il y a éventuellement la possibilité de faire des traitements si ce saignement gêne. En cas de légère douleur,
Et il faut à nouveau essayer de renforcer la lubrification, éventuellement réduire la durée de la pénétration. Et puis si tout ça ne suffit pas, effectivement se pose la question d'intervention sur les hémorroïdes, traitement instrumental comme la ligature élastique ou l'infrarouge, voire chirurgical. Cela peut être une bonne indication et améliorer la situation, mais il faut être prudent, peser le pour et les contre et bien en discuter avec le patient parce que on sait aussi que quand on se fait opérer de l'anus, que ce soit pour les hémorroïdes, une fissure ou n'importe quelle chirurgie, on peut avoir des difficultés à reprendre la sexualité anale. On sait qu'un an après une chirurgie proctologique, 54% des personnes qui pratiquaient le sexe anal avant n'avaient pas repris. Si on augmente dans le temps, peut-être que le chiffre baisse. Donc voilà, discussion vraiment sur les bénéfices et risques et parler de la sexualité anale. La question de la radiofréquence, c'est une que me pose Muriel en live. Dans les études, il y a une étude qui a montré que quel que soit le type de chirurgie, parce qu'il y a la chirurgie classique où on enlève toutes les hémorroïdes, l'hémorroïdectomie tripédiculaire Milligan-Morgan, c'est probablement celle qui est le plus associée à des difficultés de reprise. Mais en fait, même dans les chirurgies mini-invasives, et la radiofréquence n'était pas mise à ce moment-là, mais elle est globalement comparable à d'autres chirurgies comme celle qu'on appelle le longo ou celle qu'on appelle la ligature sous contrôle Doppler. Il peut y avoir aussi des conséquences. Bien sûr, on peut se dire que globalement, si le geste chirurgical est plutôt moins agressif, avec moins d'exérèse, moins d'excision, il y aura moins le phénomène d'étroitesse, mais on n'a pas de données vraiment pour dire cette chirurgie c'est ok, cette chirurgie c'est pas ok. Merci Aurélien. Et donc, encore une fois, parler de sexualité anale, ça reste, nous, notre leitmotiv. Et enfin, les plaintes fissuraires. Alors, en cas de fissure, là, moi, je serais sur une contre-indication un peu plus ferme que pour les hémorroïdes, parce que les hémorroïdes, à la limite, bon, si ça gêne, mais que la personne s'en accommode très bien, la fissure, on sait qu'elle ne va pas cicatriser si jamais il y a de la dilatation de l'anus, de la constipation, mais aussi de la pénétration. Donc, il faut savoir faire une pause suffisamment longue, peut-être d'au moins 2 mois, c'est ce qu'on dit dans le traitement de la fissure, pour pouvoir reprendre, j'allais dire de plus belle, mais en fait plutôt progressivement, ensuite, et traiter la constipation. Et puis dans les formes chroniques, à nouveau, peut-être qu'il n'y a pas le choix d'envisager une chirurgie, toujours en discutant avec le patient des avantages et des inconvénients. Et puis, il peut y avoir probablement dans la fissure, il y a souvent des mécanismes d'hypertonie, c'est-à-dire d'hypercontraction des sphincters, et ces problèmes d'hypertonie, d'hypercontraction du sphincter sont aussi présents dans l'anodyspareunie, c'est ce qu'on va voir très prochainement, c'est-à-dire la sexualité douloureuse, indépendamment de toute pathologie. Et donc, il y a certainement des formes frontières, avec des gens qui se serrent parce qu'ils ont peur, qui se serrent parce qu'ils ont mal, et puis qui finissent par faire une fissure, et les deux se mêlent. Et dans ces cas-là, le traitement de la fissure sans avoir une vision plus globale risque d'être décevant. Et à nouveau, il faut envisager une chirurgie ou éventuellement du botox dans une visée décontraction du muscle de l'anus, parfois, mais parfois, il faut envisager des traitements dont on va parler juste après. Donc, on va maintenant vous parler de l'anodyspareunie. C'est notre dernière partie, mais elle est plus longue que les autres. C'est vraiment le sujet qui nous tient à cœur. Muriel, je te laisse commencer. Alors, tentative de définition de l'anodyspareunie, puisque cette pathologie n'est pas décrite dans le DSM-5. Donc, nous nous sommes inspirés de la définition de la dyspareunie actuellement en vigueur dans le DSM-5, à savoir une douleur lors de la pénétration anale réceptive qui dure depuis au moins 6 mois, responsable d'une souffrance significative du patient ou du couple, non expliquée par un trouble mental non sexuel, pas forcément à chaque rapport et pas forcément avec tout ou toutes les partenaires. Donc, peu de biblio avec donc des prévalences qui sont très discordantes d'une étude à l'autre. Douleur rapportée chez 9 à 70% des femmes et chez 3 à 59% des hommes. Alors, je vous détaille un tout petit peu plus une étude très intéressante qui est une étude donc barcelonaise qui date de mai 2024, donc qui questionne l'anodyspareunie. Intéressante parce qu'il s'agit d'une cohorte de 3629 individus et cette étude a eu lieu sur Internet. Alors, pour une fois que c'est le cas,
sorry. C'est les plus âgés, supérieurs à 55 ans, qui rapportent le moins de douleurs, 49,5%, versus 70,5%, c'est les plus jeunes, les moins de 30 ans. Donc, cela peut s'expliquer par le fait qu'ils sont moins expérimentés, qu'ils choisissent moins bien les partenaires, qu'ils sont plus dans l'angoisse de performance. Chez d'autres chiffres très intéressants qui portent sur le nombre de patients qui ont arrêté de pratiquer la sexualité anale réceptive à cause de la douleur. Donc, on en a 34% environ, 35 même, qui disent donc continuer, mais pas tout le temps. Donc, cela peut s'expliquer par le fait que certains patients pensent que c'est normal d'avoir mal, donc ils insistent, et d'autres vont insister également en pensant que plus ils vont pratiquer, mieux ça va aller et ça va favoriser la disparition de la douleur, alors que c'est tout le contraire qui se passe, hein. Et ça, on expliquera après. Et on a quand même quasiment 20% de patients qui arrêtent totalement la sexualité anale réceptive à cause de la douleur. Alors, pour le sexologue, la satisfaction sexuelle sont des chiffres toujours intéressants. Donc, comme me l'a précisé Aurélien tout à l'heure, donc par rapport à la satisfaction sexuelle, qui est évaluée ici, on ne sait pas si c'est la satisfaction sexuelle globale ou la satisfaction sexuelle uniquement lors de la pratique anale réceptive. Donc, ceci dit, chez ceux qui qui ont un niveau de douleur le plus élevé, very high, on en a 1,6% quand même qui se disent très satisfaits. Donc, mon interprétation vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que dans un nombre de cas, on peut être face à une forme d'érotisation de la douleur, et c'est quand même ceux qui ont donc pas mal du tout et qui ont le moins mal, qui sont quand même globalement les plus satisfaits de leur vie sexuelle. Et donc, on en a certains qui donc arrêtent tout type de sexualité également, et on en a 55% qui n'ont plus du tout d'activité sexuelle, qui sont donc très insatisfaits. Mais on en a 64% qui sont parfaitement satisfaits. Et ça, vous savez, tous les sexologues savent qu'on peut être très satisfait de sa sexualité et ne pas en avoir, hein. Donc attention aux injonctions à avoir une sexualité active. Alors, quels sont les facteurs de risque liés à la sexualité? Donc là, jeune, je viens de vous le développer, donc je n'insiste pas dessus. L'anxiété de performance, hein, donc assez transversale, quelle que soit son orientation sexuelle et le type de sexualité que l'on pratique. Donc, la mauvaise image de soi, donc c'est peut-être parfois un petit peu plus marqué dans la population que l'on rencontre dans notre clinique, à savoir donc des patients qui donc sont pas rassurés par rapport à leur pouvoir donc de séduction. On rencontre un certain nombre d'hommes assez sages qui sont extrêmement donc préoccupés par donc leur image corporelle, le soin de leur personne, qui ont peu confiance en eux et qui sont parfois très contents de trouver un partenaire parce qu'ils pensent qu'ils ne valent pas mieux, et qui vont accepter de façon relativement passive, mais par rapport à leur attitude, hein, et pas par rapport donc à la pratique sexuelle, une sexualité anale réceptive parce qu'ils sont bien contents d'avoir trouvé un partenaire, mais donc il n'y a pas de vrai désir, il y a des chances que ça se passe pas très bien. La taille du pénis élevée, donc c'est très fréquemment rapporté en pratique clinique et également dans les études. Le consentement et le désir, donc toujours assez transversal, quelle que soit son orientation sexuelle et ses pratiques sexuelles. Donc, la profondeur de la pénétration également est rapportée. On peut être face, selon la profondeur, à des douleurs provoquées par une pathologie plus gastro-intestinale. Donc, ça, c'est
plus la place du gastro-entérologue. Et on a aussi parfois des douleurs balistiques, comme on peut retrouver chez la femme dans le cadre de dyspareunie, notamment profonde. La confiance en ses partenaires, je trouve que c'est intéressant de détailler un petit peu. Nos patients ACHH, ils décrivent souvent la sexualité réceptive comme une sexualité très intime, donc qui ne vont pas offrir à tous leurs partenaires, et il y a une forme d'abandon qui est nécessaire pour pratiquer ce type de sexualité de façon épanouie. Et cette forme d'abandon, elle va être possible quand on a particulièrement confiance donc en son partenaire. Le défaut d'excitation également peut conduire à la douleur, tout comme dans la dyspareunie féminine. Et la notion d'homophobie intériorisée vaut le coup qu'on s'y arrête aussi. Donc, je tente de définir le plus simplement possible cette fameuse homophobie intériorisée. Elle concerne des hommes qui donc ne sont pas à l'aise avec leur orientation sexuelle d'homme ACHH, qui vont un peu stigmatiser la sexualité anale réceptive comme étant une pratique honteuse, qui donc est propre à la sexualité des ACHH, ce qui ne va pas donc favoriser la détente et l'épanouissement sexuel lors de ce type de pratique. Et les facteurs de risque non liés à la sexualité, tous les antécédents de violences sexuelles, comme de façon transversale, les pathologies proctologiques qui ont été décrites avant par Aurélien, fissures, hémorroïdes, troubles de la défécation, tout ce qui concerne les pathologies post-opératoires, enfin en tout cas, pardon, les séquelles des chirurgies proctologiques, les cicatrices et les séquelles propres à la douleur en elle-même, où les patients vont développer une contraction de défense dès qu'on va tenter d'approcher leur anus, parce qu'il va y avoir une mémoire de la douleur dans cette zone de leur anatomie. Donc les facteurs protecteurs sont la stabilité de la relation, le nombre de partenaires élevé, la fréquence des rapports sexuels qui va être élevée, la lubrification, on le détaillera après, mais sexualité anale sans lubrification, c'est impossible. Il n'y a pas de lubrification physiologique suffisante lors de l'excitation pour permettre donc une sexualité pénétrante anale non douloureuse. Et tous les préliminaires, si mal nommés, qui sont en soi donc une pratique sexuelle, ça c'est pas forcément le hors-d'œuvre, qui sont les stimulations, les massages, des dilatations anales avec la langue, des jouets, un doigt, deux doigts, doivent préparer l'anus à se dilater progressivement de façon à pouvoir accueillir le pénis de leur partenaire. Donc tous ces facteurs dont on vient de parler, ce sont des choses qu'on retrouve très classiquement dans notre pratique, c'est aussi du bon sens, mais ce sont aussi des données qui sont retrouvées dans des études, donc qui ont une validation scientifique. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y en a presque une dizaine maintenant, et les éléments sont concordants. Pour la prise en charge thérapeutique, il y a encore moins d'études, presque pas, je dirais, et évidemment pas de recommandations, mais autour des recommandations qui existent dans les douleurs de la sexualité de la femme, et avec du bon sens, on vous propose ce qui suit. D'abord une prise en charge proctologique pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose qu'une anodyspareunie. On en a déjà parlé, fissures, blessures, il ne faut pas louper les anorectites sexuellement transmissibles d'origine infectieuse, les cicatrices, les hémorroïdes, les suppurations, les sténoses, l'hypertonie qui peut être en fait uniquement liée à l'anodyspareunie pour le coup, mais pas forcément, et le cancer bien sûr. Une fois qu'on a éliminé tout ça, on propose une première ligne thérapeutique que l'on appelle les bonnes pratiques sexuelles anales, qui sont finalement le fait de rediscuter et de donner des conseils, qui sont ces conseils de bon sens
qui sont vraiment issus des facteurs décrits précédemment. La communication sans tabou, la confiance, le consentement, ça c'est vraiment important, on en a parlé. Et il faut que la personne qui souffre de douleur, au moment où elle va reprendre une sexualité, elle puisse dire à son partenaire qu'elle a cette problématique-là et qu'il va falloir y aller mollo en gros. Si jamais elle n'ose pas lui dire qu'il ou elle a mal, ça part mal. La lubrification, c'est donc très important. Et là, ça justifie souvent de prendre le temps avec ou la patiente. Bien sûr, il y a une histoire de quantité de lubrifiant, de fréquence de remettre du lubrifiant fréquemment pendant le rapport, mais il y a aussi la nature du lubrifiant. Des fois, il faut simplement changer de marque. Une marque de meilleure qualité, ça va mieux marcher. Des fois, il faut changer de gamme de lubrifiants, passer de lubrifiants à l'eau à des lubrifiants siliconés ou à des lubrifiants gras, avec la question du préservatif qui sont rendus poreux par les lubrifications gras, mais quand il n'y a pas de préservatif, ce qui est quand même régulièrement le cas, même si c'est pas quelque chose qu'on doit encourager dans une sexualité avec multipartenaires, si de fait il n'y a pas de préservatif, à ce moment-là, et qu'il y a des douleurs, autant passer à des lubrifiants comme l'huile d'amande douce ou d'autres huiles qui peuvent parfois être vraiment mieux tolérées, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a régulièrement des patients qui sentent une sensation d'irritation ou de brûlure avec certains lubrifiants. Donc là, on en a déjà bien parlé, tout ce qui est préparation de l'anus, caresse, anulingus, avec le doigt, avec les objets, seul, à 2, à 3, à 4, ou plus encore, bien sûr c'est indispensable. Le fait de se laisser vraiment guider par l'anus, en prenant le temps, sans jamais forcer, et avec délicatesse, c'est une évidence, mais c'est important. Il faut lutter des fois contre des stéréotypes. Un patient, par exemple, qui me rapporte que pour se sentir viril, il a besoin que la personne qui le pénètre fasse ça de façon un peu masculine, comme il dit. Et évidemment, ça, il faut lutter contre ce stéréotype pour que le patient ait moins mal. Et puis, bien sûr, la relaxation générale qui va passer par la respiration, l'ambiance, la confiance et aussi la position. Il n'y a pas de position systématiquement recommandée. Ça va dépendre de chaque patient et ça va dépendre aussi de la forme du pénis du partenaire. Donc, il faut faire plusieurs essais, mais il faut vraiment faire ces essais pour trouver la position qui convient le mieux. On a tous les deux avec Muriel l'an dernier par hasard vu la même expo à Beaubourg et on est tombé sur ce dessin de Jean Cocteau qui s'appelle Les deux étudiants, qui date de 1930. Donc Jean Cocteau était quand même assez courageux, qui nous montre exactement comment faire pour préparer une pénétration. On voit l'anulingus, la stimulation pénienne, et puis on peut imaginer l'ambiance cocooning et tout ce qui va avec. Si tout ça ne fonctionne pas, si ça ne suffit pas, en deuxième intention, il va être nécessaire d'avoir une prise en charge plus globale de l'anodyspareunie. Et donc, Muriel va vous dire ce qu'on propose dans le centre de santé sexuelle où on a la chance d'exercer tous les deux en binôme. Alors, après s'être questionné sur la prise en charge de cette pathologie avec Aurélien, nous avons eu donc l'idée de créer une consultation pluridisciplinaire où on reçoit les patients tous les deux souffrant donc d'anodyspareunie et nous avons également une grande chance d'être accueillis dans un lieu qui est un centre de santé sexuelle communautaire qui s'appelle Le Griffon et qui se trouve à Lyon, où nous proposons cette consultation une fois toutes les 6 semaines environ. Juste le Télérama, c'est juste parce qu'il y a eu un article dans le Télérama sur Griffon, que vous compreniez pourquoi il y a cette une avec une croix qui pourrait... Mais c'était au printemps rigolo, dernier, justement. au printemps 2023. Alors, donc, anodyspareunie, prise en charge pluridisciplinaire en sexologie, et quels vont être les axes de prise en charge. On s'est inspiré également de la vestibulodynie, donc il va y avoir une quadruple prise en charge. On va donc traiter la muqueuse, à savoir la muqueuse anorectale, traiter le muscle, à savoir le sphincter anal, les releveurs de l'anus, traiter le mental. Alors c'est
donc on est accompagné des ressources mises à disposition par le centre de santé sexuelle du Griffon, et éventuellement interroger aussi la place du partenaire, M comme monsieur ou madame. Alors, on commence toujours par un long interrogatoire où on va évaluer le terrain socioculturel de notre patient, son histoire de vie, ses antécédents médicaux, chirurgicaux, suit une évaluation sexologique où on évalue les facteurs de stress, le couple, le premier rapport qui est toujours riche de renseignements. On évalue également les scénarios ou le script sexuel s'il en existe un, de façon à déterminer quel est le rapport sexuel type, l'usage ou pas de stupéfiants associés à la sexualité anale réceptive et éventuellement pour quelles raisons. Certains hommes vont consommer donc des drogues ou de l'alcool tout simplement parce que ça leur permet d'avoir moins mal. On interroge le positionnement de la sexualité anale réceptive par rapport aux autres pratiques sexuelles. Puis, donc, on fait un petit focus sur la douleur. Donc, historique de l'apparition de la douleur, est-elle primaire ou secondaire? A-t-elle lieu à chaque rapport? Est-elle donc uniquement provoquée ou est-elle permanente? Cela dépend-elle du partenaire? Est-elle plutôt superficielle, donc à l'entrée, au niveau de l'anus? Est-elle plutôt profonde? Cette douleur, est-elle quand elle est spontanée, s'accompagne-t-elle de sensations rémanentes de corps étrangers à l'intérieur de l'anus? Est-elle associée à une plainte urinaire, une plainte également plus gastro-entéro-proctologique, notamment par rapport à la constipation. Cette douleur, est-ce qu'elle irradie dans les fesses, dans l'abdomen, au niveau lombaire, dans les membres inférieurs, dans le coccyx? Et dans ces cas-là, on interroge en fait un syndrome douloureux pelvien complexe et on peut se retrouver dans un tableau, certes, d'anodyspareunie, mais dans un tableau douloureux beaucoup plus complexe, où on est face à une hypersensibilisation centrale. Et donc, j'ai rajouté, même si je l'ai brièvement évoqué, les troubles du transit, les problèmes proctologiques, la constipation terminale, bien évidemment. Alors, donc, focus kiné, la kiné c'est moi, donc c'est moi qui réalise cet examen. Donc, je fais un examen externe où, surtout si mes patients se plaignent d'un syndrome douloureux qui dépasse l'anus et qui est rémanent et qui est relativement spontané, quand on n'est pas face à une douleur provoquée, je vais palper les pyramidaux, les obturateurs internes, les psoas, le coccyx. Je vais rechercher des trigger points, ou points gâchettes. Je vais éventuellement rechercher une raideur musculaire sur les muscles que je viens de citer. Tout ça pour essayer de faire une évaluation clinique d'un éventuel syndrome douloureux pelvien complexe associé. Puis, je vais réaliser un toucher rectal, mais dans mon bilan de kinésithérapeute, à savoir juste à la recherche d'une hypertonie, qui peut siéger au niveau des releveurs de l'anus lui-même, et j'évalue aussi la contraction de défense, c'est-à-dire, voilà, j'approche l'anus de mon patient, je lui dis que je vais d'abord poser le doigt sur son anus, et je vois comment il se comporte. Il se contracte les orteils jusqu'à la pointe des cheveux. Je regarde quelle est la façon dont ils ont conscientisé leur périnée. Je leur demande de pousser, de retenir, de serrer. Je regarde s'il y a un asynchronisme abdominopelvien au passage. Et puis, alors, quand on est tous les deux, je leur propose un autotraitement
avec éventuellement la possibilité de me voir dans mon cabinet, puisque moi je travaille en libéral. Quand je vois les patients au cabinet, je leur expose évidemment donc le traitement et voilà la façon dont je les traite. Donc il va y avoir donc une prise en charge en endorectal où je vais masser le sphincter anal et les releveurs, avec une préparation anesthésiante qui est sur la droite de l'écran, qui contient des corps gras et de la lidocaïne, afin d'avoir une véritable désensibilisation de cette muqueuse recto-anale. Tout ça, c'est accompagné d'une respiration abdominale pour générer la détente, favoriser aussi de façon réflexe à l'inspire la détente du périnée. On va associer des techniques de contracté relâché et d'étirement, tout ça en endocavitaire, hein. Évidemment de façon très donc progressive, indolore, cela va de soi, parce que si on fait mal, on provoque une contraction. Puis, donc, quand tout cela se passe bien, on va proposer un véritable déconditionnement à la pénétration en utilisant des dilatateurs, les mêmes que j'utilise pour traiter un vaginisme donc, ou un vaginisme secondaire lors d'une vestibulodynie. On va bien sûr utiliser donc une dose conséquente de lubrifiant. Je propose aux patients d'abord de le faire ensemble. Et puis, quand j'atteins généralement le 3e dilatateur, je leur fais acheter le kit BVA des 3 derniers. Et ils vont donc réaliser ces pénétrations à la maison. De façon concomitante, ils vont donc appliquer la préparation, donc 2 fois, les préparations à base de lidocaïne 2 fois par jour, matin et soir. Et régulièrement dans la semaine, je leur propose de s'auto-masser, de s'auto-étirer, de façon donc à se réapproprier ou s'approprier d'ailleurs hein, cette zone avec leurs doigts, bien sentir où est se contracter, qu'est-ce qui fait mal. Quand on connaît son corps, c'est toujours la même histoire. Il y a des chances que la pénétration se passe mieux. Par la suite, hein, donc jamais en première intention, je rajoute quelques séances donc un peu plus spécifiques ou donc des séances que l'on appelle biofeedback. Je ne vais pas détailler ici parce que je ne fais pas un cours à des kinésithérapeutes, que je peux donc réaliser soit avec une petite sonde anale que je vous ai montré ici, quand c'est possible. Hein, donc évidemment, il faut que les dilatateurs au moins le 3e puisse passer parce qu'il ne faut pas que je leur fasse mal. Quand ce n'est pas possible, j'utilise des petites électrodes externes. Je vais enregistrer leur contraction périnéale, ce qui va me permettre de leur faire visualiser leur contraction afin de mieux la conscientiser. L'essentiel du travail, il a lieu sur donc, le contrôle de la relaxation périnéale. Éventuellement, si on a un patient dysclésique, constipé terminal, on rajoute des petites séances spécifiques de rééducation de cette constipation terminale. Donc, si je suis face à un syndrome douloureux pelvien complexe, bon, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais je trouve que j'en ai un là que j'accompagne depuis de longs mois. Je vais faire des séances de kinésithérapie plus pointues, de façon à travailler. Je vais masser ces trigger points, je vais les poncer, je vais étirer donc les muscles pelviens, de façon à lever toutes les épines irritatives qui puissent entretenir le syndrome d'hypersensibilisation douloureuse. Donc, c'est toujours à moi puisque c'est le focus kiné. Donc, toujours des conseils absolument indispensables. Donc, la première chose que je dis lors de mon bilan à un patient qui vient et qui se plaint de douleur donc, lors de la sexualité anale réceptive, eh bien, c'est toujours très parallèle à ce que je fais avec la façon dont je traite les femmes qui présentent une dyspareunie. Eh bien, on arrête donc la sexualité réceptive anale tant qu'il y a une douleur. Donc, si possible, on n'arrête pas la sexualité, hein, donc, mais interdiction de pratiquer la sexualité anale réceptive tant qu'on n'est pas au dernier dilatateur sans douleur. Et une fois qu'on est OK, on reprend progressivement avec ses ou son partenaire une fois qu'on a bien expérimenté seul la sexualité pénétrante non douloureuse.
petit conseil, toujours appliquer un petit peu de préparation anesthésiante avant le rapport. Et puis, évidemment, on dispense tous les conseils de bonne pratique de la sexualité anale que Aurélien vous a cité précédemment. Je lui laisse la parole, parce que c'est sa diapo. Donc pour conclure, on voudrait faire comme un plaidoyer pour une éducation positive à la sexualité anale. Pourquoi ce plaidoyer? Parce que finalement, le constat, c'est au départ le tabou, qui va entraîner d'une part des croyances, des méconnaissances, et d'autre part une absence complète d'éducation, de discussion de la sexualité anale. Bon, on voit que c'est déjà difficile, qu'il y a des freins quand on veut parler d'éducation à la sexualité au collège, au lycée, mais alors imaginez qu'on commence à dire qu'il faut parler de la sodomie. Pourtant, clairement, notamment pour les jeunes gays, chez qui l'enjeu de la sodomie se pose d'emblée, au lycée, au collège, hein, et bien ce serait vraiment nécessaire. Donc tout ça fait que les conditions sont tout à fait défavorables à la découverte de la sexualité anale. Ça engendre d'une part des risques qui sont bien documentés mais qui existent, d'infections et ensuite d'épidémies. Et pour l'épidémie du papillomavirus, on va parler aussi ensuite de surrisque de cancer de l'anus, hein, qui existe chez les hommes HSH infectés par le VIH. Et puis bien sûr de la douleur, de l'absence de plaisir, et qui vont ensuite avoir des conséquences générales, sociétales, mésestime de soi, conduite addictive, problématiques anxio-dépressives. Donc on a comme quelques études qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet, qui ont essayé d'évaluer le stigma, c'est-à-dire le tabou en fait, qui ont essayé d'évaluer les connaissances qu'avaient les jeunes à propos de la sexualité anale, et puis les perceptions, et voilà, on retrouve tout ce qu'on a dit, hein, je ne détaille pas ces études, mais c'est pour un peu savoir que c'est un sujet qui intéresse. Je détaille juste cette étude-là, vraiment en conclusion, c'est, je crois, notre avant-dernière diapo. Elle est assez intéressante, elle s'est intéressée à interroger des adolescents HSH aux États-Unis pour savoir plein de choses, mais notamment quelles informations ils avaient reçues et quelles informations ils auraient aimé avoir et où est-ce qu'ils les avaient reçues. Donc 207 adolescents, donc c'est pas si mal. Leurs sources d'information étaient l'école, l'église, les centres communautaires, dans 78% des cas, les applications et le web dans 65% des cas, les parents dans 59% des cas. Ce qu'on observe qui est assez intéressant, c'est que il y a moins de rapports sexuels et ils sont moins précoces quand il y a eu une discussion sur la sexualité en général avec les parents. Et c'est aussi pour ça que la pédagogie, le fait d'en discuter, va réduire le risque d'infection sexuelle. On peut avoir l'idée maintenant que tout le monde sait qu'il y a des infections, qu'il y a le VIH et qu'il faut s'en protéger, mais en fait, c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. Les sujets qui sont abordés à l'église, à l'école, avec les parents, c'est savoir dire non, ce qui est déjà bien, et c'est des sujets qu'on développe de plus en plus et qui sont vraiment indispensables, et en général évidemment, et aussi dans la sexualité anale, puisqu'on a parlé des problématiques de consentement. Le contrôle des naissances, bon, bah ça concerne quand même moins la sexualité anale, ça va sans dire. La prévention des infections sexuellement transmissibles. C'est parfois, excuse-moi Aurélien, oui. Le contrôle des naissances, ah oui. Ça peut concerner la sexualité anale, parce que c'est le moyen d'éviter de... Exactement. J'ai relu toute la biblio là récemment sur l'anodyspareunie, et voilà, parfois dans certains couples hétérosexuels qui n'ont pas de contraception, je veux dire, c'est un moyen, de préserver la virginité dans certaines populations, et c'est parfois un moyen de contraception, même aujourd'hui. Tout à fait. Donc les autres sujets abordés sur Internet, c'est comment avoir du sexe safe, comment avoir du sexe confortable. Donc là, on vient sur des sujets plus avancés, je trouve intéressants. Quelles pratiques sont possibles entre hommes, comment utiliser les préservatifs, comment utiliser les lubrifiants. Et donc, ce qu'ils souhaiteraient, ces jeunes, quand on leur demande « mais qu'est-ce que vous auriez aimé comme information ?» c'est déjà des informations online. Donc ça, c'est vraiment un sujet, si on arrive à développer de la pédagogie, il faut aussi, par exemple, que ce soit dans les centres de santé sexuelle, nous c'est là qu'on a l'habitude de travailler, c'est plus évident, mais ce serait clairement insuffisant, parce que c'est pas du tout là que vont les jeunes en premier. Et puis à l'école, parce que c'est ce qu'ils font. Et d'ailleurs, moi je suis en train de faire une enquête en ce moment, j'ai pas la possibilité de vous présenter les résultats, mais c'est ce que me disent aussi les personnes que j'enquête.
Ils demandent des supports visuels pour illustrer et décrire les pratiques, comment on utilise des préservatifs, comment on communique avec ses partenaires, vraiment un listing complet des pratiques, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment ça se passe. Je pense qu'on peut rajouter dans ce cas-là, c'était pas décrit dans cette étude, mais vraiment une demande de comment ça se passe ces lavements, comment on peut les faire. Et puis après, il y a aussi des enjeux. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que disent eux-mêmes les adolescents sur une information sur l'influence du porno sur les comportements sexuels et l'injonction à être un bon partenaire. Je crois que c'est vraiment C'est une tout à fait conclusion, transversal, de oui, toute façon, hein, bien donc sûr. quelle que soit son orientation sexuelle. Mais voilà, les enjeux d'être un bon partenaire, les enjeux de performance sont ici hyper présents dans la pénétration anale et participent à la rendre difficile et douloureuse. Voilà donc, en conclusion, vous l'avez compris, osez parler de sexualité anale. Voilà. Et professionnels de santé, devancez les questions. Hein. Donc, posez la question. Voilà. Donc, il faut que ça fasse partie de nos investigations quand on interroge la sexualité chez nos patients. Et ça demande déjà d'avoir fait un travail sur soi, parce qu'effectivement, le biais, à la limite, ça peut être de se dire, si vraiment on est mal à l'aise, poser la question, ça peut être contre-productif. Oui. Là, c'est pas simple. Mais on se soigne. Voilà, ben, on espère que ça vous a plu et on est disponible Pour répondre à vos questions. Voilà. Et si vous voulez nous recontacter. Au revoir.